Au IXe siècle, les invasions des Vikings, appelés aussi Normands, affaiblissent considérablement le pouvoir des rois carolingiens. Le roi n'a plus le pouvoir de protéger les seigneurs. Ceux-ci vont se construire des châteaux forts et se lier à d'autres seigneurs. Par la cérémonie de l'hommage, un seigneur devient le vassal d'un grand seigneur qui devient alors son suzerain. Le vassal doit au suzerain le conseil, l'aide militaire lorsque le seigneur est attaqué pour garder le château, lorsque le seigneur en attaque un autre, l'aide financière quand le seigneur marie sa fille, fait son fils chevalier, doit une rançon ou part en croisade. Le suzerain doit à son vassal la protection. Mais si le vassal ne respecte pas ses engagements, il devient un félon et le suzerain peut lui confisquer son fief. La féodalité est caractérisée par ce lien vassalique d'obligation réciproque. Elle inscrit donc les seigneurs dans une relation de dépendance entre eux. Le roi reste le suzerain de tous, mais les grands seigneurs deviennent très puissants. Le seigneur habite la tour centrale, le donjon, qui est le dernier refuge en cas d'attaque. Celui-ci est conçu pour être défendable même si tout le reste du château est déjà pris. Entourés de murs de plusieurs mètres d'épaisseur, les donjons sont conçus selon des plans d'une grande complexité, pour dérouter et piéger les attaquants. En dehors de son rôle spécifiquement militaire lors d'un siège, on y installe en général les réserves stratégiques de nourriture et d'armes, ainsi que les trésors et les archives de la famille. À l'étage noble, on trouve les trois éléments constitutifs de l'habitat seigneurial. La caméra est la partie privative de la demeure seigneuriale, en d'autres termes, la chambre. La capella, le lieu de culte privé du seigneur, a à la fois une fonction ostentatoire et de sacralisation du pouvoir seigneurial. La hola est la pièce commune, la grande salle où se déroulent les principaux événements de la vie publique d'un seigneur. C'est là que se déroulent les festins. On consomme les productions du domaine. Céréales, légumes, laitages, volailles, poissons et fruits, auxquels s'ajoutent le vin et le gibier rapporté de la chasse. Le château n'achète que les épices. Les aliments sont hiérarchisés selon leur plus ou moins grande proximité avec le ciel. Tout en haut de cette échelle de valeur figurent les oiseaux, qui se meuvent dans l'air, le plus élevé des 4 éléments. Tout en bas, on trouve les plantes qui viennent de la terre. Encore faut-il bien distinguer entre les feuilles poussant sur une tige, telles choux ou pois, et celles qui partent de la racine, épinards, salades. Les racines elles-mêmes, comme les carottes et les raves, viennent seulement ensuite car elles poussent sous la terre. Cette hiérarchie se vérifie dans les comptes alimentaires et est justifiée par les médecins. Les élites consomment ainsi beaucoup de volailles et aussi des fruits qui poussent sur les arbres en hauteur et conviennent donc parfaitement aux classes élevées de la société. En revanche, elles s'abstiennent à peu près complètement de légumes laissés aux paysans. Dans la société médiévale, l'aspect vestimentaire traduit l'ordre social et ses hiérarchies. Chaque personne doit revêtir les habits correspondant à son rang et à sa fonction sociale. Toute transgression est perçue comme une atteinte à l'ordre public. Dans un souci de stabilité sociale, des ordonnances royales normalisent même certains aspects du vêtement. Ainsi, pour les hommes, la longueur des poulaines est proportionnelle au rang et à la fortune. De même, les ceintures précieuses ou des tissus de prix réservés aux femmes de la noblesse ne peuvent être achetés par les bourgeoises. Au Xe siècle, le royaume des Francs est divisé en duchés et en comtés. Le roi gouverne directement les territoires qu'on appelle le domaine royal. Peu à peu, les Capétiens agrandissent le domaine royal pour exercer leur influence sur un espace plus vaste. Ils récupèrent les terres des grands seigneurs en les achetant, en les obtenant par alliance ou en combattant. Ils créent une monnaie valable dans tout le pays, puis une armée et des impôts royaux. Ils envoient des baillis et des sénéchaux dans les régions pour rendre la justice, collecter les impôts et contrôler l'armée. Le système féodal laisse place à un système monarchique.